Le revenu minimum d'existence, nous y voilà. J'en parle depuis un certain temps. Je vais donc vous expliquer, développer ma façon de voir, d'envisager ce revenu minimum d'existence. Tous les contempteurs, les intellectualistes, les pseudo-intellectuels bobos qui appartiennent à des associations pourtant qui se disent de gauche, humanistes, qui crient non, c'est faire l'affaire des ultralibéraux, des libéraux, que d'instaurer un revenu minimum d'existence, et puis c'est un appel, une incitation à la paresse. Bon, j'en dirai un mot, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous savez, tous ces gens qui sont protégés, protégés par leur statut, soit de fonctionnaires, soit de ceci, de cela, et qui sont très éloignés des préoccupations du quotidien pour de nombreux Français, des millions. Eux, vous savez, ils gesticulent dans leur petit cerveau, ils gesticulent, ils ont l'impression d'exister, d'avoir de l'importance, ils vous pondent des théories mormoineux, comme diraient certains de mes copains. C'est mormoineux ça, qu'est-ce que tu nous racontes là? T'as déjà mis les mains dans le cambouis? Tu sais combien je gagne par mois? Toi, t'es à 5000 €, moi je suis même pas à 500 € par mois et je galère, et tu veux me faire la leçon? Voilà, c'est une réaction saine que j'ai entendue des dizaines de fois. C'est normal, nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin, nous avons le droit à une vie saine, sans contrainte financière. Voilà la philosophie, voilà pourquoi je me bats pour la mise en place d'un revenu minimum d'existence. Parce qu'on assiste, je parle de gaspillage, de gabegie, depuis 40 ans, mais on assiste à ce même gaspillage, à cette même gabegie au niveau territorial, avec des structures qui font double, voire triple emploi, depuis la décentralisation du règne Mitterrand. Bon, allez, j'entre dans le vif du sujet. Les économies. Eh bien, commençons par ça. Les économies, quand on supprime, par exemple, les conseils départementaux, même les conseils régionaux, inutiles. Encore une fois, moi, la démocratie directe, elle repose sur les communes. C'est largement suffisant, C'est un autre débat, mais en ce qui concerne l'organisation de cette démocratie directe. Donc, quand on supprime tout ça, conseil départemental, qu'on supprime les communautés de communes, les syndicats totalement inutiles, qu'on supprime le conseil régional, etc., c'est au moins 5 milliards d'euros d'économies par an. Au niveau de l'État, suppression du Sénat. De Gaulle voulait le supprimer, il avait bien vu que cette chambre inutile qui s'engraisse, et taux d'assiduité, 0. Vous imaginez que sur 348, je crois, sénateurs, il y en a seulement 90 qui sont assidus. Les autres, se la coule douce. On reste chez soi, voyez, et on émarge. Et on coûte à la collectivité 25 000 € par mois. Même chose pour les députés. Alors, suppression du Conseil économique et social et environnemental, là aussi. Bon, ça ne sert à rien. Vous savez, on recasse des petits copains, qui n'arrivent pas quand ils ont été battus dans une élection, allez, on les recasse. Comité économique, social et environnemental. Mais nous, ça nous coûte 4 000 € par mois par tête de pipe. Ils sont, je crois, plus de 300. Au niveau de la Chambre des députés, moi, c'est radical. Dans une France à démocratie directe, on n'a pas besoin de 577 députés. Qu'est-ce que c'est que cette invention-là? Dans la mesure où on considère qu'on va donner le pouvoir aux communes et des délégations ponctuelles et limitées dans le temps, le député peut avoir son intérêt, mais un par département suffit. Un par département, pas plus de 100 députés. On n'a pas besoin de 577 à engraisser 25 000 € par tête de pipe, plus les frais. Les frais de fonctionnement de la Chambre des députés, etc., etc. Donc voilà. Alors, indemnité des députés réduite de moitié. Et puis, frais remboursés sur justificatif, comme dans les pays scandinaves. Voilà. Économie par an, 10 milliards. 10 milliards d'économies par an. Alors après, troisième source d'économie, eh bien, le train de vie de l'État. J'en ai dit un mot sur les dépenses, le budget de l'Élysée qui augmente régulièrement. Eh bien, il faut procéder à
une réduction drastique du train de vie de l'État, des ministres, des présidents de la République. Être élu ou avoir été nommé à un poste exécutif ne doit conférer aucun privilège de quelque sorte que ce soit, et ça ne doit pas devenir une rente de situation. Hein, par exemple, les ex-présidents de la République, qu'on engraisse, alors qu'ils ne foutent rien, ils n'ont besoin de rien, et ils perçoivent déjà des retraites par ailleurs, ce qui est scandaleux. Donc suppression de tous les avantages aux anciens présidents, ex-premiers ministres et ex-ministres. Les réductions drastiques du train de vie d'État, c'est au minimum 10 milliards d'euros. Une condition qui doit être réalisée pour la mise en place du revenu minimum d'existence, c'est le retour à la souveraineté de la monnaie nationale. Ben oui, parce que qui peut battre monnaie dans un pays peut s'autofinancer, sans payer des intérêts usuraires à des gros riches. Hein, ce que l'on fait depuis 1973, à cause de Giscard, à cause de Pompidou. Hein, c'était des rusés. Pompidou était un ancien banquier Rothschild, comme le Macron. Voilà. Alors on a donné des pouvoirs exorbitants aux financiers, aux Rothschild, etc. Et c'est ça qui nous pressure, c'est ça qui nous ruine. Je l'ai déjà expliqué. Et puis alors une autre économie dont on ne parle pas, dans la mesure où moi je suis un farouche partisan du Frexit, article 50, comme nos amis britanniques, eh bien dès que l'on sort de l'Union européenne, eh bien on fait une économie en moyenne, hein, de 20 milliards d'euros. Nous n'avons plus la contribution au budget de l'État, au budget de l'Union européenne, c'est-à-dire 20 milliards d'euros par an. Nous sommes le deuxième plus gros contributeur au budget de l'Union européenne après les Allemands. Quelques chiffres, je vais essayer de ne pas vous perdre dans ces chiffres. Vous savez, le budget de l'État en France, en recettes, en 2019, il est à peu près 300 milliards. 291 milliards, les chiffres officiels. Bon, on va dire 300 milliards. Les dépenses sont à hauteur de 390 milliards. C'est juste pour vous situer un peu le budget. L'État prend en charge une partie de la protection sociale, mais la majeure partie de la protection sociale est prise en charge par nos cotisations. Lorsque vous cotisez sur une feuille de paye, vous voyez bien les retenues. Vous cotisez pour votre retraite, vous cotisez pour votre santé, pour l'assurance maladie, vous cotisez en cas de chômage. Donc, c'est en grande partie aussi financé par les citoyens eux-mêmes, par les Français eux-mêmes. Mais, je voudrais attirer votre attention sur deux repères importants qui font que, je vais entrer dans le détail, mais qui font que le financement du revenu minimum d'existence est parfaitement possible et très facile, et qu'il ne met pas du tout en péril ni le budget de l'État, ni le fonctionnement de la protection sociale par les assurés sociaux eux-mêmes. La fraude fiscale en France représente 100 milliards d'euros par an. Retenez bien ce chiffre. Hein? Les intérêts de la dette payée aux gros riches à cause des Giscard et des Pompidou représentent en intérêts usuraires indus 50 milliards par an. Vous avez compris? Déjà, on a 150 milliards d'euros qui sont immédiatement disponibles dès lors qu'on sort de l'Union européenne et dès lors qu'on retrouve notre entière souveraineté dans tous les domaines d'activité de notre pays. Je résume. Suppression de gaspillage et gabegie. Au moins 30 milliards. Fraude fiscale et évasion fiscale, 100 milliards. Intérêt de la dette indu aux riches, 50 milliards par an. Suppression de la contribution à l'Union européenne, c'est 20 milliards en moyenne par an. Mais à ça, il faut ajouter des recettes supplémentaires. Et je vais parler de la taxe sur les transactions boursières ou financières.
Depuis le 1er janvier 2017, le taux est de 0,3% de taxation des transactions financières. 0,3%, mais c'est des miettes. C'est se fiche de la tête du monde. Quand on sait qu'il manipule des milliards d'euros par seconde, par milliseconde. Vous voyez un peu, 0,3%. Et encore, Macron s'est arrangé en 2018 pour que de nombreux produits financiers, pratiquement tous, soient exclus de cette taxe. Ce qui, de fait, en limite le rendement. En réalité, par exemple, Macron a privé la France de 4 à 5 milliards de recettes supplémentaires en allégeant les conditions d'application de cette taxe sur les transactions financières ou boursières. Alors imaginez bien, 0,3% de taxe, c'est un taux ridiculement bas. Si vous le passez à 3%, ça n'est vraiment pas excessif, 3%. Vous passez d'une recette en 2018, de 2 milliards à 20 milliards. Vous multipliez la recette à 20 milliards et encore, c'est un prélèvement très modique parce que nous avons affaire à des ultra riches dont vous n'imaginez pas la fortune, pas uniquement la fortune en compte, mais la fortune en biens possédés. Vous n'imaginez pas les Arnaud, les Bolloré, vous n'imaginez pas les biens qu'ils possèdent. Donc c'est quoi? C'est rien, c'est un prélèvement ridiculement bas. Alors il y a comme recette supplémentaire, mais je l'ai évoqué mais on ne peut pas le chiffrer, dès lors qu'on retrouve la souveraineté de la monnaie, eh bien c'est l'autofinancement, c'est-à-dire la création ou l'émission de monnaie ponctuelle en fonction des besoins annuels. Un outil dont on ne s'est pas privé le général de Gaulle pendant sa présence au pouvoir pendant 10 ans. Et ça a été très bénéfique. Un outil dont on ne s'est pas privé le CNR à la Libération, et ça a été un outil bénéfique. On a irrigué l'économie en créant de la monnaie qui était absolument indispensable, comme le sang qui coule dans nos veines, il est absolument indispensable. Si nous avons 5 à 6 litres de sang, si nous en avons perdu 2 litres, eh bien il faut rajouter ces 2 litres. Voilà le principe. Un mot sur le coût de la protection sociale, et là j'ai des chiffres qui datent de 2016. Bon, c'est à peu près dans les mêmes proportions actuellement. Globalement, en France, la protection sociale coûte 30% du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse que nous, Français, nous produisons. Notre PIB est à peu près de 2300 milliards d'euros par an, ce qui fait de la France, ce qui place la France au 5e ou 6e rang des économies les plus fortes au monde. Le coût de la protection sociale, eh bien, l'assurance vieillesse, c'est, toujours les chiffres en 2016, 325 milliards. La santé, 249 milliards. La famille, 55 milliards. Et 3 postes qui m'intéressent particulièrement, puisqu'ils sont directement liés au revenu minimum d'existence. En les additionnant, on s'aperçoit qu'on est en déficit par rapport aux besoins entre 9 et 14 millions de Français. L'emploi, 45 milliards, la pauvreté, 21 milliards, et le logement, 18 milliards. Ça présente seulement 84 milliards d'euros pour les plus défavorisés. C'est là où vous allez mieux comprendre mon approche sur le revenu minimum d'existence et la façon de le financer. 84 milliards d'euros. Alors qu'il en faut au moins le double. Le double pour que vous puissiez compter sur un revenu mensuel décent. Et ces 84 milliards sont attribués au compte-gouttes de façon de plus en plus restrictive. On vous prend pour des esclaves qui n'ont qu'un droit, celui de fermer leur gueule. On vous culpabilise, on vous oblige à vous courber, on vous traque, on vous soupçonne toujours de fraude, alors que c'est totalement scandaleux.
La fraude aux prestations sociales, c'est rien du tout comparé aux 100 milliards d'évasion fiscale. C'est quoi? C'est peut-être 50 millions d'euros par an. Pas plus. Il y en a qui avancent des chiffres totalement farfelus. Farfelus. Et on s'aperçoit que Macron réduit de façon scandaleuse toutes les aides possibles, quels que soient les secteurs. Tout le monde est concerné. Alors parlons d'une chose concrète. Le seuil de pauvreté est de 1015 € par mois. Je n'entre pas dans les détails techniques, je n'ai pas envie de vous perdre, déjà je vous balance beaucoup de chiffres qu'il faut recevoir. 1015 € par mois, c'est le seuil de pauvreté. Bien. En 2015, les chiffres peuvent être actualisés, c'est pas si loin, hein, 2015. 9 millions de personnes vivaient en France en dessous du seuil de pauvreté, soit 14% de la population. Parmi ces 9 millions, 4 à 5 millions perçoivent l'un des 10 minima sociaux que sont le RSA, l'ASS et l'AAH. Hein. Le coût de ces 10 minima sociaux en 2015 est de 26 milliards d'euros, ce qui donne un revenu moyen des aides de 760 € par mois, alors que le seuil de pauvreté est de 1015 €. Comment voulez-vous vivre avec 760 €? Ce sont des miettes. C'est impossible. En France, pays qui a un niveau de vie nettement supérieur à la moyenne des 190 autres pays qui existent sur cette planète. Voyons, comment voulez-vous? Comment voulez-vous payer votre loyer, votre gaz, votre électricité, votre assurance, l'essence, la nourriture, j'en passe, et des meilleurs? Comment? Et payer les impôts, et les taxes, etc. Comment? Avec 760 € par mois? C'est ce qu'a gagné monsieur Bernard Arnault chaque seconde en 2018. 760 €. Il a gagné 800 € par seconde en 2018, monsieur Bernard Arnault, le grand copain de monsieur Macron. Le revenu minimum d'existence s'adresse à toute personne française. Chacun a droit à un revenu minimum d'existence. En clair, il suffit d'appartenir à la communauté française et y être reconnu comme citoyen. Le principe est basé sur l'inconditionnalité, c'est-à-dire pas d'obligation ni de contrainte en contrepartie, comme elle est pointée à Pôle emploi. Les modalités de versement. J'y reviendrai en détail à la fin de mon propos. Son attribution est fonction du revenu. Bon, on peut se baser sur le revenu fiscal, éventuellement, mais sur le revenu de chacun. Le revenu minimum d'existence, et c'est très important, c'est la philosophie, fonctionne comme un filet de sécurité. Dès que vos revenus baissent en dessous d'un seuil, je vais parler du seuil après, dont le montant donc est à définir, la perte est immédiatement compensée en proportion par le revenu minimum d'existence. Pourquoi le revenu minimum d'existence? Eh bien, on le constate, tous les bons observateurs, tous les bons économistes, dirais-je, depuis 20 ans le disent. Attention! Plutôt que de culpabiliser des populations jeunes ou âgés, de leur faire porter le chapeau d'une évolution des modes de vie, notamment dans nos pays occidentaux, qui ont fait disparaître beaucoup d'emplois du fait des progrès technologiques, numériques, de la robotisation. Plutôt que de les culpabiliser, eh bien, il faut changer totalement de philosophie. Le principe fondamental demeure que, dans une société hyper technologisée, robotisée à outrance et totalement numérisée, les activités de production ne nécessitent plus la même quantité de main-d'œuvre. C'est une évidence. Et nombre de services sont appelés à disparaître parce que tout se passe maintenant, pratiquement beaucoup de choses, se passent par le biais d'Internet. Donc la première fonction du revenu
minimum d'existence, mais c'est de compenser la disparition de ressources pour des millions de gens du fait de la disparition des emplois dits classiques et qui ne seront pas compensés par l'hurluberlu Macron et sa société virtualisée. Ça va créer quoi? À la marge quelques dizaines de milliers d'emplois. On sait très bien que les emplois classiques étaient des emplois réels. Là, ce sont des emplois, vous savez, très précaires. Demandez à un certain nombre de gens qui travaillent sur des plateformes, etc. Bon. Donc la première fonction du revenu minimum d'existence est de faire vivre tous les privés d'emploi sans une des premières fonctions, de faire vivre tous les privés d'emploi sans qu'ils aient à quémander quoi que ce soit ou à rendre des comptes à qui que ce soit. La dignité totale, absolue. Ainsi, un individu pourra très bien se contenter d'un revenu minimum d'existence sa vie durant, si c'est son choix, et ainsi pouvoir s'adonner à des activités créatrices ou utiles pour la communauté, mais sans aucune coercition ou pression de la part de cette communauté. Tandis qu'un autre pourra n'utiliser le filet de sécurité que représente le revenu minimum d'existence que lorsque ses revenus baisseront sensiblement. Le revenu minimum d'existence, comme son appellation l'indique, est d'abord l'assurance pour chaque être humain de disposer de ressources suffisantes pour simplement vivre et non plus se contenter de survivre. Il s'inscrit dans une philosophie de vie radicalement opposée à la compétition et à la rentabilité. Il s'agit d'un seuil de revenu indispensable pour une vie décente et digne. Bien entendu, la reconnaissance des personnes les plus dévouées, les plus attentionnées et les talents naturels qui rendront le plus service à la communauté devra s'inscrire dans cette nouvelle philosophie de vie. Là, je réponds à un commentaire qui m'avait été fait, commentaire judicieux qui m'avait été fait. De même qu'il sera loisible à tous de gagner davantage. Ça ne change rien à l'organisation actuelle. Absolument rien. Dans cet esprit, le départ à la retraite sera possible à partir de 50 ans, avec une grande souplesse, pour permettre à ceux qui désirent travailler au-delà, qu'ils puissent le faire. Pas de souci. Chacun travaille à son rythme, le temps qu'il veut. Et avec beaucoup de souplesse à partir de 50 ans. Le temps d'avoir accumulé un certain nombre de droits. Bon. Là encore, le revenu minimum d'existence pourra compléter, bien sûr, les pensions inférieures à un seuil à définir. Par exemple, 1500 €, mais je vais en parler. L'important demeure qu'aucune personne ne soit privée de ce minimum d'argent ou monnaie et que plus personne ne soit contraint à mendier auprès des services de la fonction et d'attribuer des aides financières, des aides sociales, des minima sociaux. Alors parlons du financement et des mécanismes d'attribution du revenu minimum d'existence. Mécanisme d'attribution du revenu minimum d'existence. Quel est le principe? Pour vivre décemment et dignement, aucun citoyen français ne devra disposer d'un montant de revenu inférieur à 1500 €. Pourquoi 1500 €? C'est pas un chiffre, c'est pas un montant pris comme ça au hasard. Je suis parti du seuil de pauvreté qui est de 1015 €. Eh bien, 1500 €, c'est le seuil de pauvreté majoré de 50%, de manière à ce que chacun dispose d'une marge, d'une souplesse, pour être un minimum un peu à l'aise. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, seuil de pauvreté, 1015 €, majoré de 50%, ça nous donne 1500 € par mois. Le mécanisme, eh bien, dès que le revenu, pour une cause ou pour une autre, dès que le revenu d'une personne baisse en dessous du seuil fixé de 1500 €
pour le revenu minimum d'existence, la différence, ou la perte, est immédiatement compensée par l'État. Exemple, un exemple concret. Un ouvrier perd son emploi, où il gagnait 1 700 € par mois. D'accord? Deux cas de figure sont possibles. Premier cas, il ne retrouve pas immédiatement un emploi. Le revenu minimum d'existence se met immédiatement en place, sans aucune contrainte que celle d'être volontairement disponible pour la collectivité en cas de besoin, et il peut percevoir le revenu minimum d'existence sans limite de durée. Voilà, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il retrouve un emploi, mais payé 1 300 € par mois, donc salaire inférieur à son précédent salaire. Le revenu minimum d'existence intervient et compense automatiquement la différence de 200 € par rapport au seuil de 1 500 € qui est le seuil du revenu minimum d'existence. À ceux qui avancent le risque d'incitation à la paresse. D'abord, je dis que j'ai déjà répondu dans une précédente vidéo, et donc je ne vais pas m'appesantir sur cette question, que je trouve aussi sotte que saugrenue. Voilà, posée par des intellectualistes, des bobos, qui n'ont rien à voir avec la vie réelle de millions de Français. Moi, je m'adresse à des millions de Français qui sont dans une vie réelle, concrète. D'accord? Donc, je dis cependant ceci, que l'être humain a été conçu pour bouger, être actif. Le vide, que ne supporte pas du tout l'être humain, observez, regardez autour de vous, c'est l'ennui. Regardez les enfants, détestent s'ennuyer. C'est l'ennui. On aime être actif. On aime faire quelque chose de ses mains. On aime créer. C'est l'ennui. L'ennui vous empêche votre esprit, c'est votre moi éthéré, de produire tout ce qu'il a de plus bénéfique pour vous dans la vie. C'est-à-dire que vous bloquez les canaux de la créativité. Alors que lorsque vous bougez, lorsque vous imaginez, vous ouvrez les canaux de la créativité. Et votre esprit n'attend que ça. Il n'attend que ça pour vous mettre dans un état de bien-être. Combien de personnes sont immédiatement concernées en France? Les 9 millions de personnes dont je viens de parler, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, ils n'auront plus à s'humilier en faisant la mendicité. Le coût, eh bien, il est pour 9 millions de 162 milliards d'euros par an. À comparer à quoi? À comparer à quoi? Ouais, je vois déjà des pseudo-économistes, vous savez, qui peuplent les plateaux des médias. Ouais, mais il est fou ce type, il connaît rien, etc., la gestion du budget de l'État, à l'économie. Vous savez ce que je vous dis? Non, je ne vous le dis pas. Vous ne m'intéressez pas. Moi, je parle aux millions de Français qui sont pleins de bon sens. Voilà, qui savent gérer un budget de famille. C'est la même chose. Eh bien, ce coût de 162 milliards d'euros par an pour financer le revenu minimum d'existence est à comparer aux 200 milliards d'économies que nous pouvons réaliser. Je vous les rappelle, suppression du gaspillage et de la gabegie, 30 milliards, fraude fiscale, 100 milliards, intérêt de la dette usuraire indue aux riches, 50 milliards, et suppression de la contribution à l'Union européenne, 20 milliards. Ça nous donne 200 milliards. Et recettes supplémentaires, la taxe sur les transactions boursières, qui peut passer de 2 milliards à 20 milliards. Ça nous donne une disponibilité financière de 220 milliards. Et nous avons en réalité 60 milliards de marge. C'est-à-dire que nous disposons encore d'un surplus de 60 milliards pour financer d'autres accès au revenu minimum d'existence. Mais dans l'immédiat,
9 millions de personnes peuvent en bénéficier et n'auront plus à frapper, à s'humilier à Pôle emploi ou à la CAF ou ailleurs ou au Conseil général, à s'humilier. C'est intolérable, inacceptable. D'accord? Donc, c'est à comparer ces 162 milliards pour financer les 9 millions de RME aux 220 milliards qui vont être disponibles et qui n'obèrent absolument pas le budget de l'État, sans toucher au budget de l'État, à aucun moment, ni à ses choix prioritaires, l'éducation, la santé, la sécurité, la défense. Mais moi, dans une autre France, ce que je préconise, c'est que le premier ministère doit être le ministère de la Justice, avec un budget multiplié par 10 pour commencer. Voilà. Le premier ministère dans un État digne de ce nom, c'est le ministère de la Justice. Les autres sont très importants aussi, mais le premier, c'est la justice. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire du revenu minimum d'existence il est parfaitement possible de le mettre en place sans aucune difficulté. Certes, les conditions importantes sont de passer à une autre France, de quitter l'Union européenne, bien sûr, de retrouver notre souveraineté monétaire, de réorganiser nos institutions, de mettre en place une démocratie directe reposant sur les communes principalement. J'espère avoir été clair. Ce n'est pas une idée farfelue, absolument pas. Je suis loin de servir les intérêts des libéraux et ultralibéraux, comme certains disent que c'est une idée des riches. Allez savoir pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui sont des illuminés. Hein. Bon, allez voir. Voilà, allez. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon vent à tous. Bon vent aux gilets jaunes. Bon vent à tous les manifestants. Où que vous vous trouviez en France métropolitaine, en Navarre, dans nos merveilleux territoires d'outre-mer, ensoleillés ou pas, selon l'endroit où son nom se trouve. Également à l'étranger. Allez, bon vent à tous.